Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Studio M, la chaîne de télé, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver pour ce troisième jour, grosse journée aujourd'hui dans les allées de la porte de Versailles ici au Hall 1. Beaucoup de monde d'ores et déjà et beaucoup de monde sur le plateau pour ce premier live de la journée. Et on va aborder une des grandes questions qui se posent en ce moment, notamment dans le secteur de l'électroménager, c'est la durabilité des produits. Et oui, cela fait aussi partie de la démarche vertueuse des entreprises et de la demande des consommateurs. Alors, durabilité, réparabilité, sont-elles compatibles avec économie et rentabilité? C'est la question que l'on va se poser pendant la prochaine demi-heure avec Camille Bordelais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du GIFAM. Elsa Lomont est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Etikis Label Long Time. Vous allez nous expliquer ce que c'est. On est également avec Xavier Caro. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est à l'heure du café. Vous êtes directeur marketing de Delonghi France. Et on vous souhaite la bienvenue. Et puis Éric Chorgian. Bonjour, journaliste et éditeur de Home Map. La réparabilité, la durabilité, Éric, c'est une question que se posent les consommateurs, c'est une question que se posent les pouvoirs publics. Est-ce que c'est devenu aussi une tendance de fond du côté des fabricants d'électroménagers ? C'est une tendance de fond très clairement. Nous, on le voit aussi sur OMAP, notre magazine en ligne, en fait, où il y a une demande du consommateur de plus en plus sur les produits durables. Et ça, c'est une accélération depuis, on va dire, 2019. Il y a eu à ce moment-là des prises de position au niveau européen sur l'économie circulaire. On a acté le fait qu'on rentrait dans une économie circulaire. L'économie circulaire, je donne juste une définition, c'est un modèle économique qui a pour objectif de produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et les gaspillages de ressources, ainsi que la production de déchets. Donc là, on a tout le périmètre en fait de ce qu'est l'économie circulaire et où doit aller la durabilité pour faire des économies d'énergie. Donc et de consommation, voilà, c'est quand même quelque chose de très lourd avec des objectifs très ambitieux. Donc et c'est très intéressant de voir aujourd'hui les industriels communiquer, acter beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a organisé avec vous cette émission. Et on va en parler. Alors, vous venez de donner la ligne directrice finalement qu'ont donné les autorités européennes sur ce que doit être la durabilité et l'économie circulaire. Camille Bordelais, il y a déjà un indice de réparabilité qui existe. Ça fait partie évidemment de l'économie circulaire de pouvoir réparer ces machines. Et il y a un indice de durabilité maintenant qui va voir le jour. Quand on est consommateur, il va falloir avoir un peu de temps pour comparer les différents indices. Qu'est-ce que ça va changer cet indice de durabilité comment il va être mis en place? Alors, l'indice de durabilité, il n'est pas encore en magasin. On est en train de le finaliser et on va le voir apparaître dans les rayons à peu près en 2025, fin 2024. L'indice de réparabilité, on a travaillé dessus pendant plus de 2 ans, voire 3 avec les pouvoirs publics. Et ça donne déjà une information très intéressante aux consommateurs parce que ça lui permet de faire un choix éclairé. Un appareil qui a alors une des notes, on voit derrière vous des notes qui peuvent être très basses ou très hautes. Ou très hautes. C'est le principe des notes, avec des couleurs qui aident aussi le consommateur à s'y retrouver. Et en fait, ça lui permet de faire un choix éclairé et de savoir que l'appareil qu'il achète, il a été conçu pour être réparé. Alors d'abord réparé intrinsèquement, ça veut dire que l'appareil, dans l'appareil, on a accès par exemple aux pièces détachées de manière relativement facile, avec des étapes de démontage qui sont pas trop nombreuses, mais aussi que le fabricant met à disposition des pièces détachées sur une longue période, et ça c'est très important parce que c'est un investissement lourd pour les fabricants de garder des pièces parfois plus de 10 ans, que la documentation également est disponible. Donc ça a été le deuxième niveau de la fusée. D'abord, on avait eu d'ailleurs en 2015 l'affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées. Et puis demain, là, dans quelques mois maintenant, on va voir apparaître un indice de durabilité. Et là, qui va apporter en fait un élément supplémentaire qui est la fiabilité de l'appareil.
Et là, ça nous oblige donc à faire des tests. Et c'est pour ça que ça met un peu plus de temps à être mis en place, parce qu'il faut faire des tests d'usure notamment. Donc, pour revenir au point du vendeur, le vendeur, il va falloir qu'il explique ces éléments au consommateur pour lui expliquer les pictos, ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière. Et puis, il a aussi une obligation d'affichage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait avec le GIFAM un site internet qui s'appelle monindice-de-réparabilité.fr et qui va permettre à tous les distributeurs de récupérer ces données pour qu'elles soient affichées en magasin et qu'elles puissent aider le consommateur à faire son choix. Éric Chorgian, j'imagine que pour les journalistes spécialisés comme vous, il y a aussi tout un champ de pédagogie qui va s'ouvrir pour informer les consommateurs, les clients, sur notamment ce que ça veut dire la fiabilité d'un appareil. Parce que derrière le mot fiabilité, on peut glisser tout et rien quasiment. Alors effectivement, nous, on est un média, on récolte de l'information auprès des marques, auprès de la distribution. Et ce qui est intéressant aussi ces dernières années, c'est que tout le monde a commencé à communiquer sur la durabilité. Alors c'est vrai que le risque aussi, c'est qu'il y ait beaucoup de communication, c'est quand même assez complexe, on l'a expliqué. Il faut pas non plus qu'il y ait trop de multiplication de labels, de choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même de faire passer le message. Il y a des labels, on va parler avec Longtime, qui sont aussi bien formatés sur ce périmètre-là. Mais ce qui est clair, c'est que le consommateur, il a envie, et ça c'est des études qui sont ressorties aussi sur des organismes comme GfK par exemple, le consommateur, même sur la période de difficulté ou d'inflation, on va dire, continue à avoir une consommation éco-responsable. Donc ces appareils durables, voilà, ils vont avoir le vent en poupe dans les années à venir. Ça, c'est sûr que ça va être une tendance. Elsa Lomont, justement, donc on parle des indices, et puis à côté des indices, on crée des labels qui sont des espèces de choses qui certifient que tout ça a été fait dans les règles de l'art, j'allais dire. Exactement, c'est une certification. Le label Longtime, ce sont derrière 41 critères qui tournent autour de la fiabilité, de la réparabilité. On vient également étudier tout ce qui est support technique, SAV, conditions de SAV, ainsi de suite, et qui est contrôlé par un organisme de contrôle indépendant. Donc, c'est la question que j'ai. En fait, c'était le sens de ma première question avant qu'on parle du label Longtime. C'est ça. C'est quelle garantie vous apportez que ce label, c'est bien un label qui est fait de façon indépendante et qui regarde les choses de façon totalement objective, j'allais dire. Alors, derrière Longtime, c'est Ethikis, donc une société coopérative qui est détentrice donc du label de la marque et de ses critères, donc du référentiel que l'on fait évoluer aussi à travers le temps, en prenant en compte toutes les avancées qu'il peut y avoir au niveau réglementaire. Alors, notamment. Ce label Longtime, là, donc, qui va certifier en quelque sorte la durabilité des appareils, comment vous l'avez bâti? Quels critères vous avez imaginé? On ne va pas faire la liste des 41. Mais, non, on ne va pas faire la liste des 41, mais on l'a bâti de manière très simple, très empirique. Moi, en tant que consommatrice, qu'est-ce que je recherche d'un produit qui va durer dans le temps? Donc on a mené une consultation pendant près de 2 ans auprès des fabricants, auprès des consommateurs, des associations de consommation, des associations environnementales pour vraiment identifier tous les leviers de l'allongement de la durée de vie des produits, savoir ce qu'on est capable de faire. On a énormément interrogé aussi les réparateurs. Et donc, on est venu mettre dans un référentiel des critères que l'on appelle transverses aujourd'hui, puisqu'on ne va pas étudier la durabilité d'une machine à laver comme celle d'une machine à café, ou encore moins de matériel professionnel de cuisine. Donc on a ensuite une méthodologie qui vient étudier la spécificité de chaque famille de produits pour identifier des enjeux vraiment intéressants de durabilité et qui, in fine, ce soit donc contrôlé par un organisme directement chez le fabricant pour délivrer la certification. On va voir dans quelques secondes comment Xavier Caro s'est approprié tout ça, comment chez De'Longhi on s'est approprié ce label, mais c'est important d'avoir des labels comme ça qui viennent un peu éclairer le consommateur de façon plus simple. On connaît tous les labels bio, labels rouges, etc. dans le milieu de l'alimentaire. Là aussi, dans le milieu de l'électroménager, c'est bien. On l'a vu que c'était compliqué, la réparabilité, la durabilité. Quand il y a un label, on sait qu'on peut y aller, c'est un peu ça l'idée. Alors, le label, ça rajoute une couche, c'est-à-dire une information complémentaire qui a effectivement été vérifiée par un organisme indépendant. Donc, c'est intéressant, ça complète le dispositif avec l'équilibre à trouver pour pas non plus qu'il y ait une multiplication des labels, parce que du coup, après, ce que disait Eric, ça noie l'information. Exactement. Mais voilà, le label Longtime, et je crois un label de qualité qui apporte un éclairage supplémentaire. En tout cas, c'est le label avec lequel vous avez choisi de travailler chez De'Longhi, Xavier Caro. Vous lancez, je crois là, elle est ici présente sur le salon, une machine à café automatique qui est certifiée Longtime.
qu'est-ce qu'elle a de différent, du coup, cette machine à café de celle qu'on peut déjà avoir dans notre cuisine? Alors, elle a beaucoup de choses de différentes, bien entendu. Elle fait toujours le café, quand même. Alors, on a gardé ce grand Ok, classique non, de mais la machine à café. c'est rassurant. Mais non, alors pour commencer, donc DeLonghi, nous on est créateur d'expérience et au-delà de ça, on est bien entendu fabricant de machines. Quand on travaille dans le café, on est dans un univers qui est particulier parce qu'on a la machine et puis il ne faut pas oublier, il y a le café qui est à côté. Quand on regarde l'empreinte, etc., l'impact de l'ensemble, il faut vraiment prendre les deux éléments en compte, parce qu'il n'y a pas que la machine. Donc nous, on a des travaux qui sont menés au niveau du produit, au niveau du café avec des partenaires pour essayer d'aller vers les modèles les plus vertueux possibles. Pour ce qui est de la machine, donc on travaille pour améliorer tous nos modes de production, nos modes de conception de produits. Pour commencer par le produit que nous présentons ici, donc nous présentons un produit qui s'appelle Rivelia, qui est une nouvelle machine. Je ne vous ferai pas l'argumentaire complet, mais qui a de gros avantages, de grosses améliorations d'un point de vue conception, donc plus petite, qui embarque du plastique recyclé, et qui a une innovation, qui est une innovation utile pour le consommateur et qui apporte un bénéfice en matière de développement durable. Donc vous pouvez changer de bac à grains au gré de vos envies. C'est une grande nouveauté dans l'univers de la machine à café à grains. Et ce bac à grains, quand il est vide, ou ces deux bacs à grains, vous pouvez les prendre, les mettre dans votre sac en tissu, aller chez le torréfacteur, vous faire servir votre grain, votre expérience de la semaine, qui peut changer toutes les semaines, vous revenez, vous consommez, vous mettez la matière première dans la machine, vous récupérez du marc qui repartira dans la nature, et vous n'avez pas un seul élément, si ce n'est la matière première, la machine. C'est-à-dire que vous avez même réussi à éliminer le sachet de café. Sachet, exactement, c'est exactement l'innovation se situe ici. Donc ça, c'est notre travail de constructeur, d'essayer d'aller vers des choses qui sont parlantes et qui montrent en plus la bonne direction. Au-delà de ça, après ça, il y a toute la conception, parce que c'est bien d'avoir un concept, mais il faut que la machine elle soit bien conçue. Et là, il y a tout un travail qui est réalisé par l'industriel, mais après ça, il faut avoir la preuve que ce qu'on a fait est bien, et correspond au code, et correspond aux réglementations, etc. Et c'est là qu'on a choisi de faire appel à Longtime, parce que nous, notre parole, elle est biaisée, on est le groupe DeLonghi, donc forcément, on va considérer que tout ce qu'on fait, c'est très bien. Passer par un indépendant, qui est totalement indépendant, qui est français, qui fonctionne avec vraiment nos réglementations, notre culture pour tout ce qui est produit, qui va venir certifier la conception, la réparabilité, le service après-vente avec tous les critères qu'on a évoqués. En fait, c'est apporter la garantie. Ce qu'on a fait n'est pas fait dans les règles de l'art, comme vous l'avez dit, parce que je pense que dans ces univers-là, il n'y a pas de règles de l'art. On est plutôt sans arrêt à se dire qu'il va falloir s'améliorer. Mais en tous les cas, on l'a bien fait. Et pour terminer, donc la force d'un interlocuteur comme Longtime, c'est qu'il parle aux constructeurs, puisqu'ils vont venir leur donner des conseils. C'est pas simplement vous avez bien fait, vous avez mal fait. Ouais, c'est un vrai travail de collaboration. C'est pas Mais simplement c'est un juge qui vient mettre un tampon ça, sur. C'est bien. Dans un futur proche, compte tenu de tout ce qui va se passer, il va falloir penser à améliorer. Ça, il y a certainement des points d'amélioration envisagés. Il parle également au distributeur, parce que alors lui, il est ravi dans toute la complexité de l'univers actuel. Alors là, il va avoir un référent qui va permettre de dire c'est bon, en tous les cas, c'est correct, ça peut être mis en avant. Il va parler au client final, au consommateur. Et il ne faut pas oublier que le consommateur, c'est celui qui décide, c'est celui qui achète. Et voilà. Donc il faut qu'il soit bien informé et éduqué. Et c'est toute la force de Longtime. Et il faut qu'il comprenne ce qu'il achète. Et la réflexion que je me faisais en vous écoutant, c'est qu'il y a des choses qui sont visibles. L'histoire des bacs à grains, là, c'est totalement visible. C'est quelque chose. Je peux comprendre la différence avec ce qu'il y avait avant. En revanche, il y a plein de choses cachées aussi. Non, mais c'est ça, en tant que consommateur, de savoir si un produit est fiable, réparable, c'est pas inscrit. On ne peut pas se fier à la marque, on ne peut pas se fier au prix, on ne peut pas se fier au discours du vendeur. Et puis on ne va pas ouvrir la machine à café pour voir voilà. la qualité des pièces. Enfin, Donc je sais pas, tout l'intérêt justement de faire ça, de faire ce contrôle par un indépendant et d'avoir une communication, un indicateur qui soit contrôlé, qui soit parlant pour le consommateur. On parle bien d'offrir le choix éclairé pour consommer de manière plus responsable. Et en France et par contre partout en Europe, parce que la force de Longtime, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a construit, c'est que ce soit un indicateur universel en France, en Europe, et qui puisse être agile comme ça sur une très large gamme de produits. Je le répète, ça fait en tout cas. Je pense que c'est intéressant de préciser que la France est très en avance sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a des travaux au niveau européen, mais en France, depuis 2015, on travaille avec les pouvoirs publics sur le fait de donner une information aux consommateurs. Et ces indices de réparabilité et de durabilité, ce sont des indices qui sont franco-français, qui sont précurseurs et qui sont en train d'être piqués
pour le dire un peu trivialement, par les autres pays C'est européens. pas très grave, du moment qu'on se fait piquer ça, Voilà, c'est plutôt mais- vertueux. Alors, il y a quand même un vrai enjeu d'homogénéiser tous Oui. ces indices et que les fabricants n'aient pas à travailler sur un indice par pays. Donc, en fait, on essaye de porter aussi les travaux français au niveau européen. Mais il faut vraiment souligner que la France est absolument précurseur sur cette thématique. Et on sait comment parfois l'Europe aime bien complexifier des choses qui sont nées d'ailleurs. Vous parliez de choix éclairé, Elsa Lomont tout à l'heure, et Eric Chorgian. Le choix éclairé, il y a quelqu'un qui va mettre un coup de projecteur sur le choix des consommateurs, c'est souvent le vendeur. Et là, il va y avoir encore une nécessité de leur expliquer, de les former, qu'ils comprennent et qu'ils sachent eux-mêmes l'expliquer très simplement à leurs clients. Tout ça, là, tout ce qu'on est en train de se raconter. Oui, tout à fait. Et c'est des vrais enjeux aujourd'hui. C'est des vrais enjeux. Comment, effectivement, dans cette période de transition, on est dans une période de transition écologique, on parle d'économie circulaire, de transition digitale. Donc, comment on va passer ces messages-là au consommateur final? Alors, le consommateur final, il s'informe aussi au travers de tous les médias qui peuvent exister aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, et on le voit sur ce salon, on l'a vu aussi sur d'autres grands salons européens à Berlin au mois de septembre. Tous les groupes d'électroménager étaient là et on voyait qu'il y a cette orientation massive vers la durabilité, la sustainability, la RSE. Et donc, c'est des messages forts qui sont communiqués aujourd'hui aussi par les marques au travers de leur campagne de communication. Il y a des engagements, on peut peut-être parler du contrat climat en 2 minutes. Aujourd'hui, il y a des engagements des marques à communiquer massivement et à former aussi la distribution. Alors, c'est quoi le contrat climat? Le contrat climat, c'est encore une spécificité française qui, en fait, les marques s'engagent à réduire l'impact écologique de leur publicité. Donc, soit dans la manière dont elles tournent les posts, soit sur les thématiques qu'elles abordent dans leurs posts publicitaires. Et donc, là, c'est pas une contrainte, on doit faire ça, on doit faire autre chose. C'est vraiment, on s'engage à aller vers moins d'impact environnemental, avoir un message plus écologique, mettre le focus sur des produits qui sont mieux classés, qui ont une meilleure étiquette énergie, etc. Mettre le micro juste bien sous la bouche. Oui, d'accord, voilà, comme ça. Voilà, Donc, celle-là, c'est j'espère mieux. qu'on a entendu ce que j'ai dit quand même. Mais donc voilà, donc ça c'est encore une spécificité française et beaucoup de marques. Au GIFAM, on a plus de 90% des marques qui se sont engagées en ce sens. Puisqu'on parle de pédagogie, il va peut-être pouvoir aussi falloir donner des analogies, des choses très claires pour que les consommateurs puissent s'y retrouver. Ça a été le cas notamment avec les indices énergétiques qui ont été revus parce qu'à la fin, tout le monde avait fait des efforts et tout le monde était classé A, donc on a tout refondu, on a tout remis à plat. Mais là aussi, on peut donner aux consommateurs une idée de ce qu'ils vont gagner finalement en euros sonnants et trébuchants, j'allais dire. Alors, l'étiquette énergie, c'est vraiment un vieil outil. On l'utilise depuis 1995 en électroménager. Et donc, effectivement, il y a des refontes tous les 10 ans. C'est prévu dans les textes. Et là, pour le coup, on est sur un dispositif européen. Et donc là, en 2021, on a des nouvelles étiquettes qui sont apparues parce que, comme vous l'avez dit, on commençait à avoir une grosse partie du marché qui était dans les classes A++. Et d'ailleurs, maintenant, on a supprimé ce système des plus qu'on rajoutait. Ouais, parce que sinon, il pouvait y en avoir 12 à la suite. Voilà, au bout d'un moment, c'est plus lisible pour le consommateur et c'est bien l'objectif. Mais c'est quand même assez fascinant ce que cette étiquette a permis. Si on regarde 20 ans en arrière, sur le gros électroménager, on a fait entre 50 et 60% d'économie d'énergie. Si on regarde 10 ans en arrière, si on se place en 2012 et qu'on cumule les économies faites par les réfrigérateurs, les lave-linges, les fours, etc., un certain nombre de produits, il y aura peut-être un slide qui va s'afficher à un moment, on peut faire jusqu'à 104 € d'économie par an. Donc on voit, et avec les pourcentages, par foyer et par an. Voilà, par foyer et par an, et avec des pourcentages, évidemment en fonction des produits, les gains sont pas forcément les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on continue à faire des progrès, puisque tu le disais, Eric, sur l'IFA, on voit des étiquettes qui L'IFA, sont... c'est le salon de Berlin, juste on va préciser. Voilà. Le salon de Berlin. On voit des produits pour lesquels les étiquettes ont été modifiées en 2021, donc on est quand même au taquet du taquet, c'est très récent, qui déjà annoncent des économies d'énergie avec A-10%, A-15%. Donc on voit qu'il y a une recherche continue. Alors forcément, les gains, ils vont se réduire parce qu'à un moment, ça ne peut pas être infini. On a quand même des produits qui fonctionnent à l'électricité. Mais c'est vraiment
un chemin qui ne s'arrête pas pour le moment. C'est une stimulation des industriels. On l'a vu effectivement, des appareils qui sortiront en 2024. On avait remonté le niveau de classe énergétique en disant bon les gars, vous allez avoir 4-5 ans pour atteindre ce niveau-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont allés plus vite et qu'ils commencent déjà à atteindre. Donc peut-être qu'il va falloir encore réviser les classes parce que derrière ça stimule l'innovation technologique et voilà, on est toujours dans ce process finalement qui n'a pas de ligne d'arrivée, quoi. Donc c'est toujours faire meilleur, quoi. La question qu'on s'est posée au début, la question de ce débat, c'était est-ce que la durabilité, la réparabilité, c'est compatible avec la rentabilité? Et moi, dans ce que vous êtes en train de me dire, je me dis, bah, finalement, c'est peut-être là la clé pour les industriels, c'est de faire mieux que ce qu'on leur demande, parce que c'est ce qui va inciter les consommateurs à renouveler leur équipement. C'était une vraie question, c'est quoi la compatibilité entre votre but, c'est de vendre des machines, on va pas se mentir, et d'en vendre le plus possible. Et c'est très bien comme ça, évidemment. Si j'achète une machine et qu'elle dure 15 ans, bah forcément le marché il va se rétrécir. Votre but c'est quoi? Elle est où la frontière entre durabilité et innovation, justement, pour inciter aussi le marché à se renouveler? Nous, on a toujours grandi en tant que groupe par l'ajout de machines chez des nouveaux consommateurs et non pas par le renouvellement rapide. L'image de marque, moi je représente une marque qui fête ses 50 ans dans quelques mois, figurez-vous. Comme moi. Voilà, alors on va faire l'anniversaire ensemble. Et le créateur a 84 ans, il est toujours là, il est toujours dans les affaires, il a construit sa société, il veut qu'elle ait une belle image de marque, il veut que ce soit un projet durable. Ouais. Et la façon avec laquelle le groupe s'est construit, ça a été en proposant des produits de qualité et qui aient des belles valeurs et qui durent dans le temps, qu'on dise ma DeLonghi est increvable, entre guillemets, etc. Et donc l'idée c'est d'élargir le marché plutôt que d'essayer d'avoir une clientèle qui essaye de renouveler les machines le plus souvent possible. Mieux ce sera, et je veux dire l'expérience qu'on proposera n'en sera que plus unique parce que maintenant le consommateur il recherche ça, une expérience durable. Après il faut pas oublier aussi qu'on a un parc existant de vieux appareils. Et donc, effectivement, là aussi, l'enjeu, c'est d'aiguiller le consommateur en lui disant vous avez un vieil appareil, un vieux réfrigérateur que vous laissez tourner dans votre garage, parce que parfois les gens ont 2 réfrigérateurs, ils mettent trois bouteilles à l'intérieur, ça consomme énormément. C'est l'appareil, le réfrigérateur par exemple, est l'appareil qui consomme le plus d'électricité parce qu'il est branché toute l'année. Et de dire aux gens non, attendez, quand vous allez le renouveler, passez sur quelque chose qui justement est beaucoup plus performant. Donc l'enjeu, il est là. Oui, peut-être qu'à terme, il y aura moins de volume, mais avant qu'on en arrive, il y a quand même aussi une éducation et un renouvellement du parc avec des appareils meilleurs à mettre en place. Elsa Lomont, quand on bâtit un label comme Long Time, est-ce que c'est un élément qu'on prend en compte aussi, le fait que ça doit être quand même rentable pour des industriels, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement sorti du scope et vous dites nous on s'intéresse qu'à la durabilité? Non, nous on s'intéresse à la durabilité. Après, il faut que ça soit cohérent sur le marché. Ce qu'on recherche, c'est cet effet levier, que les consommateurs vont pouvoir plébisciter les produits labellisés Long Time, que ça offre des parts de marché aux fabricants qui font ce job-là, qui ont au travers de Long Time la capacité de communiquer donc sur un claim qui est environnemental, qui est recherché aujourd'hui sur le marché. Donc oui, on intègre ces enjeux économiques et on voit que ça fonctionne. Tous les fabricants labellisés Long Time aujourd'hui sont fiers de le clamer au fort. On a passé la vingtaine de fabricants, ça couvre 150 produits. Allez voir sur l'annuaire, il y a une diversité vraiment assez impressionnante. Donc voilà, ça répond vraiment à ces enjeux-là. Et le même mécanisme qu'on a vu avec l'étiquette énergie, on sent que le marché est aussi prêt à être challengé, à offrir aujourd'hui d'offrir des solutions aux fabricants pour améliorer la durabilité. Et l'ADEME prouve aussi qu'il y a des bénéfices économiques pour le consommateur à s'équiper de produits qui sont conçus pour durer. Il y a des bénéfices environnementaux qui sont indéniables. La question qu'on nous pose toujours, c'est à quel moment je dois faire le choix d'acheter un nouveau produit parce qu'il va moins consommer ou de garder mon produit plus longtemps. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question parce que ça dépend du produit, ça dépend de l'âge du produit, ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Si c'est un produit que vous utilisez 2 fois dans l'année, peut-être qu'il faut mieux le faire durer. Au contraire, s'il tourne tout le temps, faut peut-être plutôt privilégier l'impact énergétique. Donc nous, ce qu'on a fait au GIFAM,
c'est qu'on a fait des guides qui sont sur notre site internet. Alors d'abord pour aider le consommateur à utiliser leurs produits et avoir des éco-gestes, mais aussi pour aider les vendeurs à aiguiller le consommateur pour qu'il se pose les bonnes questions. Elle est là. Je vous le dis, voilà. Voilà. Comme ça, Donc vous allez les trouver sur notre site. Mais parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Donc en fait, moi je pense que le rôle du vendeur, c'est d'aider le consommateur à se poser les bonnes questions et de trouver les réponses qui lui correspondent. Et on voit que ces labels, la durabilité, ce sont des vraies questions. En même temps, c'est un retour à un certain bon sens qu'on avait peut-être perdu pendant des années. Xavier Caro, aujourd'hui, donc il y a une machine, Long Time. L'idée, c'est quoi chez DeLonghi? C'est de se dire qu'on va essayer d'avoir toute une gamme de produits Long Time ou même tous les produits qui seront certifiés Long Time? C'est tellement l'idée que c'est plus ou moins ce qu'on a fait, puisque la rencontre avec Long Time et le projet, puisque c'est un projet, a amené à obtenir le label pour nos principales gammes d'expresso broyeurs, donc une grande partie de nos gammes, qui sont labellisées Long Time. Et le tout dernier né a été labellisé également après, parce que justement on voulait vérifier que ce qu'on avait pu constater sur nos gammes, on va dire plus classiques, était toujours valable sur un produit innovant, donc rupturiste, avec certes des améliorations annoncées, mais il fallait voir que tout le scope était parfait et selon les critères Long Time, et ça a été le cas, donc on a obtenu le label. Et vous avez déjà un premier retour sur les effets, j'allais dire, en magasin. Est-ce que ce label Long Time bien expliqué, finalement, ça peut déclencher un acte d'achat ou orienter un choix? Alors orienté, oui. Si on se parle vraiment très ouvertement, ce qui est compliqué avec, on est là pour ça. Avec la durabilité et l'éco-responsabilité, c'est que vous avez le déclaratif. Donc vous allez interroger les consommateurs, ils vont tous dire que c'est leur critère quasiment principal. Ouais, c'est comme la télé, tout le monde regarde Arte. Donc, voilà. Et au moment où il faut acheter, subitement la conscience se diminue un tout petit peu et il y a des enjeux financiers qui prennent le dessus. Donc nous, en tous les cas, on est certain qu'on oriente bien le consommateur parce que ça la rassure. On a beaucoup de machines à café dans les rayons. On a la chance d'avoir une part de rayon qui est importante. Donc vous avez la répétition du label Long Time un certain nombre de fois dans les rayons qui montre son importance et qui montre que ces produits ont pour beaucoup été testés, vérifiés et qui sont bien comme il faut. Et donc oui, cette case-là peut être cochée assez rapidement parce que le label maintenant commence à avoir une belle notoriété. Il est identifié, on comprend tout de suite donc ce que ça veut dire qu'un produit soit labellisé. D'autres marques commencent à l'avoir. Les constructeurs sont ravis qu'il y en ait plusieurs. Il y a même un petit groupe de constructeurs qui échangent, qu'on ait même des enjeux communs sur les marchés. Enfin, on est content de se féliciter, de se dire bravo d'avoir obtenu le label, parce que il y a une espèce de notion de cause qui est très agréable. Et du coup, ça se ressent dans les rayons. Et vous parliez de portefeuille, c'est forcément plus cher d'avoir le label? Non, pour un consommateur, entre une machine à café qui est certifiée Long Time et pas, est-ce qu'elle est forcément plus chère? Non, parce que le label, en fait, vient... je veux pas tenir vos propos, mais le label vient très souvent confirmer, en fait, que ce que le constructeur a fait est bien. Oui, mais peut-être que les efforts qui ont été faits, la façon de concevoir, voilà. les choses qu'on rajoute, comme les bacs, etc., ça fait que le coût de conception est plus cher et qu'à la fin, il faut vendre la machine plus cher. Voilà, vous, en tant que constructeur, vous vous exposez, vous acceptez d'ouvrir vos portes, de vos usines, de vos appros, de vos plans, de votre façon de gérer les problèmes techniques, de les prendre en compte, de préparer l'avenir. Vous montrez beaucoup de choses, il faut accepter de le faire. Après ça, vous avez un diagnostic qui ne peut pas être bon. Ça, il faut l'accepter aussi et se dire que même s'il n'est pas bon, il pourra être bon demain. Et c'est une démarche qui est très, très constructive. Et après ça, vous avez vraiment un feedback complet. Vos équipes, chez nous, c'est les équipes italiennes, donc on apprend beaucoup grâce à ce qui est dit. Et c'est très, très qualitatif. Elsa Lomont. Oui, non, vous disiez par rapport au prix, ouais. c'est pas systématiquement, les produits Long Time ne sont pas forcément les plus chers. Après, la qualité a un prix. Donc ça, il faut reconsidérer ça. Il y a de la pédagogie à faire aussi auprès du consommateur. Et là, je suis ravie on prouve avec Whirlpool qui est labellisé sur une gamme de fours et qui a étendu également à une marque entrée de gamme, par exemple comme Indesit, donc après renouvellement du label, et qui prouve justement que ce n'est pas réservé au plus gros portefeuille. J'allais dire, et pour conclure avec Jean, moi j'ai l'impression que ceux qui ne vont pas faire cette démarche-là, ils vont perdre à la fin. C'est-à-dire que parfois on disait, on ne voit pas quand ça... Enfin, on le ressent quand il y a quelque chose qui manque. Les gens qui n'auront pas le label Long Time dans quelques années, ou qui n'auront pas les bons indices de durabilité et tout, ça va être compliqué pour eux sur le marché ou pas? Très clairement, ça devient différenciant de faire de la durabilité des produits. Ça influe aussi même les référencements chez certains distributeurs, parce que le distributeur est calé aussi sur les évolutions de ses consommateurs. Donc voilà, on rentre dans un cercle vertueux.
plus le consommateur demandera ce type de produit, plus les labels de ce type-là seront visibles, plus les distributeurs qui sont là pour faire du business aussi sélectionneront ce type de produit, en excluront d'autres, mais c'est dans le sens de l'histoire de ce que je disais tout à l'heure en préambule de l'économie circulaire. Donc on est sur une logique vertueuse. Un dernier mot? Non, je suis dans ce que tu viens de dire, dans la même lignée. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un mouvement qui a vraiment été pris par les fabricants d'électroménagers. Et effectivement, ce mouvement, il va se poursuivre. Et ceux qui ne le prendront pas, les consommateurs, à un moment, sanctionneront probablement. Voilà. À la fin, c'est le consommateur qui reste roi, le juge de paix. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus aujourd'hui parler de tout ça. On aurait pu faire durer ce plateau plus longtemps, mais on va se quitter quand même. Mais restez avec nous sur Studio M. Dans une demi-heure, on va se retrouver et on va parler un peu, justement, on va continuer à parler notamment de l'étiquette énergétique avec une de vos consoeurs du GIFAM. Et puis, il y aura énormément de débats et de talks tout au long de la journée sur Studio M. Et puis surtout, venez ici dans les allées du studio de la porte, dans les allées de la porte de Versailles, pas le studio, mais vous pouvez nous venir si vous avez envie. Esprit Meuble, Esprit Contract, c'est ouvert toute la journée. On se retrouve vers 11h. À tout à l'heure.